Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de lire ce que j'ai préparé, mais j'ai un problème d'imprimante, donc c'est absolument illisible. Mais je vais essayer quand même de mettre un oculomètre. Un oculomètre, voilà. Donc oui, Raymond a un peu rappelé un peu notre protocole de travail, c'est-à-dire qu'on a découvert pour l'essentiel ces textes de Carroll, mais aussi de Smith, dont Raymond a très bien parlé à l'instant. Et c'est vrai qu'on vient plutôt de l'esthétique, quoi, des images. Bon, moi j'ai un peu travaillé sur Deleuze, effectivement. Et un des points de départ, disons, de cette réflexion entre, disons, une philosophie du cinéma, enfin, un philosophe qui a écrit sur le cinéma comme Deleuze, et puis ce développement actuel des neurosciences, c'est une note de bas de page de Deleuze dans l'image-temps, qui cite justement l'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux. Et c'est vrai qu'en 1985, quand Deleuze cite Jean-Pierre Changeux, c'était pas du tout habituel, et c'est vrai que ça lui a valu quelques moqueries de la part des collègues philosophes en disant comment tu cites l'homme neuronal. Donc il y avait vraiment, c'était une époque où vraiment le cloisonnement était encore plus fort, disons, entre la réflexion philosophique et esthétique, et puis, disons, les neurosciences d'un autre côté. Je n'ai pas pu assister au colloque du 15, c'était quand, le 15 mai le 17 mai dernier, j'étais en surveillance d'examen, donc qui était vraiment à la croisée de ces réflexions et d'esthétique des images et du développement donc, de ces travaux scientifiques sur le cerveau. Alors moi, je ne vais pas parler directement disons, je ne vais pas faire un exposé sur le cerveau chez Deleuze, mais je vais essayer d'y arriver à partir d'exemples, disons, contemporains. Puisque j'essaierai de parler de deux films, l'un de 2007, Redacted de Brian De Palma, et un autre de 2013, Spring Breakers de Harmony Korine. Mais quand même, j'ai un autre exemple qui est derrière moi, qui permet aussi de voir comment Deleuze travaille finalement ces concepts. Donc quand je parlais du concept de cerveau tout à l'heure, Raymond a employé ce terme de concept, c'est aussi pour montrer qu'il y a une construction de concept, qu'il y a des composantes qui se rapportent à cette notion de cerveau chez Deleuze. Et je commencerai par rappeler une phrase de l'image-temps du chapitre 7 qui s'intitule « La pensée et le cinéma », où Deleuze dit que l'une des tâches éminentes du cinéma, précisément, c'est de rendre sensible le fonctionnement de la pensée. C'est ce qu'il dit, je donne cette phrase, l'essence du cinéma, qui n'est pas la généralité des films, écrit Deleuze, a pour objectif plus élevé la pensée, rien d'autre que la pensée et son fonctionnement. Sachant que ce terme de pensée, en fait, couvre un spectre assez large de signification dans l'image-temps, puisqu'il mobilise différentes facultés qui vont de la mémoire, la machine mémoire, comme dit Deleuze à propos de Je t'aime, aux circuits cérébraux, comme il le dit plus loin dans l'image-temps. Donc rendre visible les manières dont la mémoire fonctionne à l'écran, comme chez Alain Resnais, ou donner à voir un cinéma du cerveau. Alors c'est une expression assez énigmatique, mais bon, on essaiera de le définir à partir d'exemples contemporains tout à l'heure, comme le propose par exemple Stanley Kubrick, ou encore Michelangelo Antonioni, dont je parlerai, si j'ai le temps, un peu plus tard. Donc, dans tous les cas, il s'agit d'étudier ces fonctionnements de la pensée, de la mémoire ou du cerveau. Alors les termes sont, je ne dis pas que c'est flottant dans l'image-temps, mais Deleuze ne fait pas, comme il le fera un peu plus tard dans Qu'est-ce que la philosophie, un travail de distinction. Donc il faut vraiment, pour le lecteur, essayer de voir les niveaux discursifs et conceptuels où ces différentes facultés sont mobilisées. En tout cas, Deleuze essaie d'étudier les fonctionnements de ces différentes facultés à partir, ça c'est très important, des opérations du cinéma. Et en particulier la plus essentielle d'entre toutes, c'est-à-dire le montage. C'est-à-dire à chaque fois, il s'agit pour Deleuze, et pour nous aussi, de savoir comment Deleuze construit des concepts de cinéma
la mémoire chez René ou le cerveau chez Antonioni, qui possèdent donc ces concepts, des composantes vraiment spécifiques, à partir des films que le philosophe mobilise. Et il s'agira aussi, je l'ai dit tout à l'heure, de savoir quels usages nous pouvons en faire, qui lisons Deleuze 30 ans après son essai sur le cinéma, parce que l'image mouvement date de 83 et l'image temps de 1985. Donc je prendrai un cas d'un film étudié par Deleuze qui rend compte, je trouve, de cette démarche philosophique, et on verra après comment ça fonctionne avec le cerveau, où la démarche philosophique de Deleuze apparaît vraiment. Ce n'est pas sur le cerveau comme tel, mais sur ce qu'il appelle dans l'image temps la machine mémoire. Donc c'est voilà, l'exemple de Je t'aime, hein, de 1968 de Alain Resnais. Je parlerai essentiellement d'un fragment du film, en essayant de voir ensuite comment l'analyse de Deleuze se déplie conceptuellement à partir de ce fonctionnement de la mémoire, donné, rendu sensible, visible et sonore, comme dit Deleuze, par le cinéma. Alors, je ne sais pas si tout le monde a vu Je t'aime de Alain Resnais de 1968, donc je vais résumer vraiment très très schématiquement l'histoire du film. Bon, c'est un personnage qui est récupéré dans un hôpital après une tentative de suicide par des scientifiques en fait qui veulent faire revivre 4 minutes du passé à un être humain à travers cette noosphère que vous voyez dans le fond de cette image, qui est toute petite, j'en suis désolé. Et donc le personnage, interprété par Claude Rich dans le film de Resnais, va faire ce voyage dans le temps à partir de cette machine. Voilà, il est allongé comme ça. Et je propose qu'on voit tout de suite d'ailleurs l'extrait, sachant que la machine conçue par ces scientifiques, donc, où la personne est supposée donc, revivre quelques minutes d'un instant passé, bien, cette machine va se dérégler. Et ce dérèglement va nous dire quelque chose précisément de la façon dont la mémoire fonctionne et la façon, bien sûr, dont cette mémoire est rendue, ce fonctionnement est rendu par le cinéma. Et rapidement, je dirais comment Deleuze, justement, suivant ces 3 étapes, met en évidence ce fonctionnement de la mémoire chez Resnais. Donc le passage que l'on va voir, c'est le moment où Claude Rich entre dans précisément ce que Deleuze appelle une noosphère, ce qui permet justement l'expérimentation de se faire. Du coup, je suis au milieu de l'image là, ça va pas ça. Je peux pas bouger ? Je laisse 2 minutes environ.
C'était bien? Tu l'as plus tard. Le serpent de mer, quelques requins, on fait des séances, à part ça, il n'y a pas d'artifice. C'était bien? Ouais. J'ai vu beaucoup de poissons? Le serpent de mer, quelques requins, des séances, à part ça, il n'y a pas d'artifice. Voilà, donc hein, une espèce de répétition de cet instant du passé, et le dérèglement vient du fait justement que la séquence se répète, ce qui n'était pas prévu par les scientifiques qui ont conçu cette machine. Et je précise que ce sont des instants de tournage à chaque fois différents, hein. Ce n'est pas la même séquence qui est remontée ici par René, mais différents moments de tournage qui sont donc ici différents, en fait, différenciés par René. Alors, j'ai quelques citations de Deleuze pour que ce soit assez clair, pour voir comment justement ce fonctionnement de la mémoire, on le verra avec le fonctionnement du cerveau tout à l'heure, se construit philosophiquement, conceptuellement. Premier point, c'est voilà, le chapitre 5 de l'image-temps, c'est le fait que la mise en évidence du caractère absolument insaisissable du présent, tel qu'il a été dans le passé, ce présent qui est impossible à fixer. Donc, une espèce de flottement de cet instant et l'impossibilité de le saisir. Bon. Deuxième point, c'est que cette immersion dans le passé va témoigner d'une prolifération à l'œuvre dans la mémoire comme faculté visant, alors non pas à se souvenir, mais à revivre un instant précis du passé. Voilà, là, une citation de Deleuze qui renvoie à cette espèce de prolifération avec le concept de nappe aussi qui est mobilisé ici par Deleuze. Troisième point qui découle des deux premiers, c'est la sortie d'une conception linéaire ou chronologique du temps. Hein. Les événements ne succèdent pas seulement, ils n'ont pas seulement un cours chronologique, ils ne cessent d'être maniés d'après leur appartenance à telle ou telle nappe de passé, à tel ou tel continuum d'âge, tous coexistants. Donc là, on a véritablement affaire à une espèce que Deleuze appelle une extraction de concepts, hein, c'est-à-dire le concept de la mémoire tel qu'il fonctionne chez René, et Deleuze, justement, par une succession comme ça d'agrégats conceptuels, élabore son concept de mémoire, et c'est le cinéma qui rend justement sensible ce fonctionnement de la mémoire. Ce n'est pas du tout un système philosophique qui s'applique bien sûr à l'art de René, c'est une conception qui naît précisément de cette expérience du film. Alors, voilà pour un premier rappel qui me semblait vraiment important pour voir comment est à l'œuvre cette espèce de pédagogie aussi du concept qui se construit comme ça au fil de l'essai de Deleuze sur le cinéma. Et j'en viens à mon second exemple pour aborder plus spécifiquement ce que Deleuze appelle le cinéma du cerveau. Et je ne donnerai pas tout de suite finalement une définition du cerveau telle que Deleuze l'entend, mais je partirai précisément de ce film de Brian De Palma, qui est Redacted, qui est un film en fait, qui est un film sur la guerre en Irak. Donc, mon idée, c'est aussi de voir comment on peut réfléchir sur le cerveau à partir de ce que Deleuze en a dit, mais depuis, bien sûr, des exemples contemporains. Donc, c'est un film qui est une commande en fait faite à Brian De Palma en 2006. De Palma donc accepte cette commande. Il dit voilà, je vais faire un film sur la guerre en Irak. Son premier projet en fait, c'était de faire un film documentaire, ce qui est plutôt inattendu de la part de De Palma, à partir des images trouvées sur Internet de la guerre en Irak, sachant que pour De Palma, ce qui l'a vraiment frappé, c'est que cette guerre est visible de façon éphémère, puisque souvent les Américains enlevaient ces images de la guerre sur Internet, alors qu'elle est absolument invisible
sur les médias, disons, dominants. Donc le premier projet de Palma, c'était de faire un montage d'images documentaires trouvées sur Internet. Alors ça peut être des journaux de soldats, ça peut être des vidéos postées par des insurgés, ça peut être des images de vidéosurveillance voilà, mises sur Internet, etc. Finalement, De Palma abandonnera ce projet et il refilmera, c'est-à-dire il fera un travail de retournage de ces différents supports d'images voilà, hein, il intégrera dans son film, par exemple, un journal de guerre d'un soldat qui est, voilà, c'est un faux documentaire, hein, du coup, c'est une fiction qui est désignée par De Palma comme un faux documentaire. Voilà, un journal de bord de ce soldat qui lui aussi est vu en train de filmer son quotidien dans une ville qui s'appelle Samara, où a eu lieu d'ailleurs par ailleurs un viol par l'armée américaine. Un faux documentaire, des images de la télévision, des images aussi de type YouTube, mais plutôt du côté, disons, insurgé islamiste, des images de vidéosurveillance, des images embedded aussi, de journalistes embarqués avec l'armée américaine, des interfaces aussi informatiques où l'on voit donc une femme de soldat, Skype, voilà, donc toutes sortes d'images hein, qui sont ici agencées par De Palma. Alors la critique qu'on a pu faire à ce film, c'est de dire mais finalement De Palma il ne montre pas les Irakiens, il ne montre pas le quotidien des Irakiens, mais je pense que son problème, c'est pas du tout, disons, de faire un film naturaliste sur justement l'invasion de l'Irak par les Américains, mais plutôt d'étudier les images qui servent de vecteurs, de médiation pour justement les spectateurs, les viewers que nous sommes, téléspectateurs, internautes que nous sommes, à partir voilà, de ces images qui sont disséminées sur Internet. Donc ça, je pense, c'est très important. Et d'une certaine manière, c'est les conditions de réception de ces images qui intéressent De Palma, plus que l'idée de faire un film, disons, qui reconstituerait, voilà, de façon naturaliste, comme je l'ai dit, le quotidien des Américains et des Irakiens en Irak. Donc, si on avait à faire une comparaison entre, avec un cinéaste qui n'a rien à voir, je pense notamment à un cinéaste comme Vertov, qui lui aussi a voilà, agencé des fragments de réel, notamment dans L'homme à la caméra, hein, avec cette idée que le ciné-œil devait faire voir les choses à travers les choses. De Palma, lui, je pense qu'il quitte, et là j'en viens au cerveau justement, qu'il quitte le domaine du rétinien pour se retrouver plutôt dans un cinéma que l'on pourrait qualifier de cérébral justement. Alors, en quel sens? Non pas du tout un cinéma abstrait ou intellectuel, mais soucieux de tracer, et là je reprends une expression de Deleuze, et je viens à Deleuze maintenant, ce que Deleuze appelle les circuits cérébraux. Il dit que voilà, une des tâches du cinéma, c'est, il dit ça en 85, hein, en 86 aussi, dans les entretiens qu'il donne dans la foulée de l'image-temps, de tracer les nouveaux circuits cérébraux, circuits cérébraux qui coïncident justement avec la façon pour Deleuze dont nos pensées s'enchaînent ou se réenchaînent, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, la description du fonctionnement de la pensée, c'est une des tâches principales du cinéma pour Deleuze. Alors, il ne s'agit pas du tout de dénoncer justement un flot d'images ou une tyrannie du temps réel pour De Palma, mais d'être attentif à ces mécanismes, et là je pense que c'est un film que Deleuze aurait vraiment pu travailler, disons, ces mécanismes entre perception et hallucination, hein, parfois à la limite, disons, de l'état de conscience, et on ne sait pas très bien si... justement, ces images sont issues du dedans ou du dehors. Et c'est précisément cette indécision entre le dedans et le dehors que Deleuze appelle le cerveau. Le cerveau, pour Deleuze, il donne une définition dans l'image-temps, au chapitre 8, c'est précisément cette fine membrane qui brouille la séparation entre l'émission et la réception d'un message.
Il faut vraiment considérer cette construction conceptuelle de Deleuze, et on peut dire oui, c'est n'importe quoi ce qu'il dit, ou on peut dire on peut faire mieux, bien sûr, on peut faire mieux, mais je pense qu'il faut vraiment être attentif à la façon dont il construit précisément son concept de cerveau, et dont nous, on peut ensuite l'utiliser, peut-être opérer des courts-circuits avec une production contemporaine comme celle de De Palma. Et je pense que cette espèce d'indécision dans la séparation entre l'émission et la réception, c'est ce qui est en jeu dans un film comme Redacted, qui est un film que je dirais vraiment cérébral, au sens où sont questionnés les flux quantitatifs autant que les hautes vitesses dans lesquelles ces images qui nous environnent sont prises et nous sollicitent. Je pense que De Palma, en un sens, est peut-être aussi, en ce sens, un psychologue de la perception. Je pense qu'il expérimente aussi en images, certes de façon intuitive, avec les moyens du cinéma, justement ces transmissions neuronales qui intéressaient Deleuze au chapitre 8 de l'image-temps. Deleuze disait qu'il fallait un rapport vécu avec... J'ai le temps là, non? Ah, j'ai le temps, je crois. Il est 5 minutes. Je voulais quand même vous montrer un exemple de Redacted rapidement. Puisque ce que je dis là sur, disons, cette espèce de travail sur la réception des images, elle est aussi extrêmement sensible dans justement le montage et les types de raccords travaillés par De Palma dans Redacted, qui sont des raccords par volets, ce qui a pour effet, je vais vite là, mais de faire une image absolument sans profondeur, comme si justement elle était une pure... Alors, oui, alors je reviens juste un tout petit peu en arrière. Voilà donc un extrait. Voilà, ce type de volet qui a pour effet de transformer l'image en pure surface et lui enlever une profondeur de l'image enregistrée. Just now when I was in the marketplace, I was jostled by a woman in the crowd, and when I turned, I saw it was death that jostled me. She looked at me and made a threatening gesture. Now lend me your horse, and I will ride away from the city and avoid my fate. I will go to Savannah where death will not find me. The merchant lent him his horse, and the servant mounted it, and he dug his spurs in his flanks, and as fast as the horse could gallop, he went. Then the merchant went down to the marketplace, and he saw me standing in the crowd, and he came to me and said, "Why did you make a threatening gesture to my servant when you saw him this morning?" "That was not a threatening gesture," I said. "It was only a start of surprise. I was astonished to see him in Baghdad, for I had an appointment with him tonight in Samara." Voilà, donc là, on va passer à un tout autre type d'image. Voilà. Voilà, donc aussi un type d'image retourné par Brian De Palma, des images qu'il a pu voir sur Internet. Voilà, donc retour au journal de Ángel Salazar. Donc c'est vraiment un film qui est le miroir, je trouve, de la façon dont on peut circuler à partir dans cette espèce d'océan d'images disponibles sur Internet et remonté ici par De Palma. Donc, je m'excuse du caractère un peu
disons, cavalier de l'analyse, mais je tiens absolument à vous parler de mon troisième et dernier exemple. J'ai en 4 minutes, je suis presque dans les temps d'ailleurs. Troisième exemple avec le film de Harmony Korine, Spring Breakers de 2013. Et là, je pense qu'il y a un rapport avec un autre cinéaste complètement différent dont parle Deleuze dans l'image-temps. Il s'agit de Michelangelo Antonioni, qui a le privilège, selon Deleuze, de proposer à la fois un cinéma du corps et un cinéma du cerveau. Il est question notamment de ces corps fatigués que nous montre le cinéma moderne d'Antonioni, qui contraste, c'est l'hypothèse d'Antonioni en tout cas, reprise par Deleuze, avec justement ces innovations technologiques de l'époque, tout entières projetées vers le futur. Donc c'est vraiment ce contraste entre, disons, des corps qui sont fatigués, usés, névrosés, dit encore Deleuze, spectateur d'Antonioni, et puis à la même époque, une espèce de prolifération, d'innovation technologique qui renvoie au cerveau moderne, dit Deleuze. Alors je pense que cette tension entre corps et cerveau, qui est très profonde chez Antonioni, on peut la retrouver chez un cinéaste complètement différent, dans un film donc de 2013 qui s'intitule Spring Breakers, qui suit en fait les aventures de 4 adolescentes qui se rendent dans un spring break. Alors un spring break, qu'est-ce que c'est? C'est fête un peu décadente, géante, où se réunissent des pans entiers de la jeunesse américaine au bord des plages de Floride. Et le parti pris de Harmony Korine, c'est vraiment de montrer sans parti pris ni jugement de valeur sur ces jeunes gens, justement comment l'usage de ces moyens technologiques, comme le téléphone portable, les réseaux sociaux, etc., sont indissociables finalement de corps absolument fatigués. Alors on va voir un extrait, je terminerai là-dessus, qui pour moi est véritablement une manière de remettre en jeu cette hypothèse d'Antonioni que Deleuze entrevoit dans l'image et travaille dans l'image temps au chapitre 8. Ce contraste entre des corps fatigués et puis un cinéma moderne du cerveau en prise avec des technologies avancées. Alors, 2 extraits à vous montrer. Le tout début du film, qui est vraiment un film qui aussi joue sur l'imagerie MTV, l'imagerie de clips vidéo. 30 secondes du début et ensuite 2 minutes d'une fête. Voilà, donc le début du film qui est un aspect documentaire puisque ce sont des vraies fêtes, des vrais spring break sur les plages de Floride. Et on va retrouver ces quatre jeunes femmes dont je parlais tout à l'heure, à l'intérieur de ces fêtes, donc noyées dans ces vrais fêtards. Un peu plus loin dans le film, c'est 1 minute 30, dans une séquence tournée dans un hôtel près du lieu. Et là aussi, j'aimerais juste montrer comment, au niveau du montage, justement, Harmony Korine nous dit quelque chose du fonctionnement, disons, de la pensée à l'intérieur de l'esprit de ces jeunes gens. Alors.
Voilà, hein, donc cette scène, bon, je n'ai pas le temps d'analyser, mais là aussi on retrouve cette espèce d'assemblage d'images voilà, provenant de différentes sources, comme pour essayer là aussi de rejouer un peu la façon dont notre perception aussi fonctionne face aux images voilà, disséminées autour de nous. Et je dirais juste que voilà, cette tension dont je parlais entre les corps fatigués, usés dans le cinéma moderne, ici ça n'apparaît pas forcément, mais en même temps ça apparaît au niveau dans le montage, puisque en fait tout le film constitue ce que j'appellerais une espèce d'explosion gelée, en fait, comme si le temps ne passait pas précisément. Hein, là on a vu des passages du début du film, on a vu aussi, on a vu les jeunes femmes là, dans une voiture de police parce qu'elles vont se faire arrêter dans la séquence d'après, donc comme si finalement tout le film coexistait. Hein, comme ça, à chaque fois dans des séquences, et précisément, c'est l'aspect critique de ce film, c'est justement de montrer que justement, on va dans le mur, quoi, précisément, hein, mais sans jugement de valeur, sans, disons, apporter un jugement de négatif, comme ça, sur ce monde un peu effrayant. Voilà, bon, j'avais aussi... J'aurais bien aimé parler des images en anamorphose qui tendent à un effet d'abstraction et qui fonctionnent comme un vecteur donnant à voir précisément, et je m'arrêterai là-dessus, l'image mentale de la situation à laquelle nous sommes confrontés dans ce film et à laquelle sont confrontés les protagonistes de ce film. Voilà, bon, je suis allé beaucoup trop vite, mais peut-être qu'il y aura une discussion après. Si Spring Breakers, ça ne nous a pas trop effrayés. Voilà, je m'arrête là, je laisse la parole à Emmanuel. Voilà.